Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, Madame la ministre du Tourisme, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs qui participaient à ce forum, je veux vous dire ici combien je suis heureux de revenir à Luanda. J'y étais en 2015 comme président de la République et j'avais voulu, à cette occasion, resserrer encore les liens entre la France et l'Angola et apporter tout le soutien de mon pays pour amplifier encore l'effort de développement de l'Angola. Et parmi les domaines que nous avions considérés comme prioritaires, il y avait l'agriculture et il y avait le tourisme. Deux leviers qui nous paraissaient nécessaires d'utiliser pour non seulement accroître les relations entre la France et l'Angola, mais aussi pour permettre un transfert de compétences vers l'Angola. Et je reviens aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, pour évoquer ce que peut représenter le tourisme pour un pays comme l'Angola, mais comme pour beaucoup de pays dans le monde. Tout pays a vocation à être un pays touristique, parce que le tourisme est à la fois une priorité de développement national et local, mais aussi un vecteur de croissance à l'échelle du monde. Il y a depuis maintenant une trentaine d'années une augmentation continue du nombre de touristes et une dynamique des marchés qui sont liés au tourisme, que ce soit l'hôtellerie ou le transport. Et avec deux phénomènes qui vont encore s'accentuer: la mondialisation des destinations, c'est-à-dire qu'aucune partie du monde ne va rester étrangère à d'autres parties du monde, et notamment pour la clientèle européenne, dont je rappelle qu'elle représente la moitié des touristes dans le monde. Et l'autre phénomène qui va également s'amplifier, c'est la montée des classes moyennes dans les pays émergents, qui vont être de plus en plus demandeuses de voyages, de découvertes et de participation à des activités touristiques. Je le vois pour mon pays, la France, à travers l'augmentation considérable des visiteurs chinois, indiens, africains et bien sûr américains. Pour illustrer mon propos, je vais insister sur la croissance du nombre de touristes depuis 1995. En 1995, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, il y avait 500 millions de touristes par an. En 2010, il y en avait 1 milliard, donc doublement en 15 ans. En 2020, il y en aura 2 milliards, doublement en 10 ans. Et nous pensons qu'à l'horizon de 2030, il y aura plus de 30 milliards plus de 3 milliards de visiteurs. Le tourisme est donc une industrie promise à un grand avenir, puisque aujourd'hui le tourisme représente 10% de la production mondiale et qu'un emploi sur 10 dans le monde est lié au tourisme. À partir de là, chacun doit prendre conscience des ressources dont il peut disposer et des moyens qu'il peut mobiliser pour prendre sa part dans ce vaste marché et pour former à l'échelle de chaque pays une véritable industrie du tourisme. Une industrie du tourisme, ça veut dire à la fois des emplois qualifiés, mais aussi des innovations techniques et des infrastructures.
Et nous voyons bien que cette industrie du tourisme va générer d'autres activités, notamment pour l'agriculture, l'artisanat ou les services. Ce qui veut dire que non seulement le tourisme va prendre une place de plus en plus importante dans chacun de nos pays en termes de richesse, mais qu'en plus, le tourisme va multiplier la création d'emplois dans les secteurs qui lui sont liés. L'Afrique, sur ce marché, a commencé à prendre sa place. L'Afrique, ça représente 5% du marché du tourisme. 5% des visiteurs vont en Afrique, c'est-à-dire l'équivalent du tourisme au Moyen-Orient, dans des pays qui ont fait des efforts considérables pour attirer des visiteurs. Le tourisme en Afrique est donc à la fois déjà développé, mais va commencer à connaître une croissance considérable avec d'abord un tourisme venant d'Afrique pour ensuite attirer un tourisme venant du monde entier. La France, je le disais, a une longue expérience en matière de tourisme. Monsieur le ministre des Affaires étrangères rappelait que la France, c'est la première destination au monde, celle que choisissent les visiteurs venant de toute la planète. Mais si nous sommes la première destination au monde, et nous en sommes très fiers, devant les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, nous ne sommes que la 5e nation en termes de recettes touristiques. Ce qui veut dire que la France, et ça a été un constat que j'ai fait comme président de la République, ne peut pas mobiliser autant de forces et d'activités qu'il serait nécessaire de lever pour assurer des recettes touristiques à la hauteur du succès de sa fréquentation. Parce que les séjours sont trop courts et parce que les produits touristiques ne sont pas suffisamment rentables. Et c'est une leçon que vous devez avoir à l'esprit. Vous devez vous fixer un objectif pas simplement en termes de nombre de visiteurs, mais en termes de recettes que les visiteurs permettent par leur consommation de fournir au pays d'accueil. Alors comment y parvenir? Il faut que l'État lui-même puisse être un acteur de premier rang. Le tourisme ne peut pas être simplement livré à des opérateurs privés, à des transporteurs, à des collectivités ou à des initiatives locales. Le tourisme est une politique d'État qui suppose, et ça a été fait ici en Angola, ça a été fait également en France, un ministère du tourisme, très lié d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères, pour porter cette politique d'État. Quelles sont les conditions pour une politique touristique dynamique, attractive et qui puisse générer des recettes pour le pays et un développement pour l'ensemble de la société? D'abord, l'État doit lancer des investissements publics dans les infrastructures, les routes, les parcs, l'aménagement des espaces, les systèmes de transport, les aéroports, mais aussi des infrastructures numériques, car si un pays à vocation touristique n'est pas capable d'équiper l'ensemble des sites en Internet, un grand nombre de visiteurs renonceront à fréquenter ce pays. Donc la première condition, c'est l'investissement dans les infrastructures. La deuxième condition, c'est de choisir des opérateurs de haut niveau pour la gestion des équipements. Et à cet égard, tout pays a besoin d'investisseurs qui peuvent être nationaux, mais qui doivent être aussi internationaux, pour assurer la gestion des équipements touristiques.
La troisième condition, c'est de définir des lieux qui doivent être présentés comme exceptionnels. Il y a une concurrence en matière touristique qui va devenir de plus en plus exacerbée. Et il ne suffit pas de présenter des plages ou des montagnes ou des hôtels pour attirer des touristes. Il faut que le lieu ou les lieux attachés à chaque pays soient exceptionnels, soient regardés comme uniques et qui justifient en eux-mêmes la visite. La France, de ce point de vue, a voulu identifier un certain nombre de lieux liés à son patrimoine, à ses paysages, à ses activités exceptionnelles, à des opérateurs qui ont pu faire un investissement pour attirer des touristes dans l'ensemble du pays. Donc il faut diversifier les lieux pour que l'ensemble du territoire puisse être regardé comme attractif et que les touristes n'aillent pas que dans un seul endroit. À cet égard, la valorisation des paysages, de la nature, du patrimoine est un atout de plus pour une politique touristique. La quatrième condition, c'est la formation des personnels et de différents niveaux capables de servir dans des établissements de toute catégorie. C'est la raison pour laquelle, entre la France et l'Angola, il y a eu un protocole pour justement assurer ce développement de la formation. En France, alors même que le tourisme est dans une activité de croissance et crée de nombreux emplois, nous n'arrivons pas suffisamment à former une main-d'œuvre de qualité. Et il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans le secteur du tourisme. Donc il nous faut non seulement former les jeunes au métier du tourisme, mais attirer ces jeunes vers ces filières de formation. Il nous faut aussi une autre condition, c'est de proposer des produits touristiques qui peuvent être adaptés à toutes les catégories de la population. Il ne s'agit pas de choisir entre un tourisme de luxe et un tourisme populaire. Il faut être prêt à assurer les besoins de toute la population. Il faut viser aussi bien la clientèle locale, nationale donc, que la clientèle étrangère. Et parmi la clientèle étrangère, être capable de lui assurer plusieurs niveaux de qualité ou de luxe pour la fréquentation touristique. Il faut enfin des liaisons intérieures dans chaque pays qui puissent être avec des tarifs abordables présentés à l'ensemble des touristes. Je veux insister sur un dernier aspect qui va devenir de plus en plus important en matière de politique touristique. C'est la sécurité. À mesure que le tourisme est une activité mondialisée, toutes les informations circulent. Et lorsque dans un pays, il y a des événements qui peuvent inquiéter les visiteurs, le pays devient de plus en plus difficile à ouvrir et à fréquenter. Je pense notamment à certains pays, pas simplement en Afrique, mais aussi en Asie, nous en avons également en Amérique latine, où il y a des dangers pour la population. Et même en France, lorsque se sont produits des incidents par rapport à des voyageurs qui ont pu ne pas être en sécurité, tout a circulé sur Internet et nous avons été immédiatement pénalisés. Je veux aussi rappeler, c'est douloureux, puisque j'étais président dans cette période, que lorsqu'il y a eu les attentats en France, bien sûr que ça a dissuadé certains touristes de venir en France. Même si beaucoup ont continué à le faire, y compris en solidarité avec la France. Donc dès lors que tout est connu et que, par exemple, en France, le ministère des Affaires étrangères identifie les zones où il est possible pour les touristes d'aller sans risque et les autres zones où il peut y avoir un danger, nous voyons bien que pour les pays qui sont dans une certaine couleur représentée sur cette carte du ministère des Affaires étrangères,
c'est une dissuasion sérieuse pour se rendre dans les pays ainsi classifiés. Et ce que je peux dire pour l'Angola, justement, c'est que c'est un atout pour vous. Vous êtes dans un pays totalement sûr, où la sécurité est garantie. Et pour le visiteur, c'est véritablement une condition nécessaire pour venir ici voyager. Ensuite, quels sont les enjeux d'une politique touristique ? Ce n'est pas simplement de gagner des recettes, même si c'est important dans le cadre des échanges et des nécessités pour le commerce extérieur. C'est aussi d'avoir des ressources dans des monnaies fortes qui permettent à des pays qui ne sont pas parmi les plus développés de pouvoir ensuite investir ou consommer. Mais surtout, le tourisme permet de traduire le développement qu'il autorise, en avantage réel pour toute la population. De ce point de vue, le tourisme a une vocation de développement économique et social, et qu'il doit permettre, notamment aux secteurs géographiques les plus fragiles, aux populations les plus rurales, de trouver par le tourisme des recettes supplémentaires. Le tourisme a également comme vertu de protéger l'environnement. Car si une politique touristique se révèle agressive, dénature les paysages, altère les conditions pour avoir du bien-être, s'il y a une pollution des eaux ou de l'air, c'est une politique touristique qui peut, à court terme, avoir ses avantages ou ses retombées, mais qui, à moyen et long terme, est condamnée. Il n'y a pas de politique touristique sans politique de préservation de l'environnement. Et la nature, la qualité de l'eau, de l'air, la beauté des paysages, la diversité de la faune, de la flore, ce sont des atouts pour une politique touristique. Et à mesure que nous luttons tous contre le réchauffement de la planète, à mesure qu'il y a une dégradation de notre environnement, les visiteurs du monde entier chercheront à aller dans les pays où il y a le plus de qualité pour la préservation de l'environnement. D'autres enjeux méritent également d'être cités. Je pense à la promotion de la culture, du patrimoine et, là encore, de la diversité des populations. La découverte de ce que nous sommes sur le monde, de territoires, d'origines de populations différentes, c'est ce qui permet de comprendre la pluralité du monde. Donc la culture se trouve nécessairement épanouie, portée, développée par une politique touristique. Enfin, dernier enjeu, il est technologique. Il ne peut pas y avoir de politique touristique sans qu'il y ait d'investissement dans la technologie. Les applications, la recherche des lieux, les itinéraires sur Internet, les parcours qui sont proposés, les géolocalisations, la sécurité que permet aussi l'innovation, la capacité de réserver des lieux d'hébergement. Tout cela suppose donc beaucoup d'investissement dans la technologie. Et comme je le disais, c'est un apparent paradoxe. Il faut faire beaucoup plus pour la préservation de la nature, mais également beaucoup plus pour l'investissement technologique. Les deux vont ensemble. Je veux terminer sur le rôle de l'État pour un pays comme l'Angola. Je salue le président Lorenzo qui a pris justement cette initiative de faire du tourisme une priorité. Si je veux résumer les règles que je pourrais préconiser, je dirais la première règle, c'est de créer le meilleur environnement pour que le pays soit le plus attractif possible pour la venue des touristes. Sécurité, facilité, mobilité. La deuxième règle, c'est d'être capable d'attirer vite des investissements sur les lieux les plus symboliques du pays.
et de leur garantir à ces investisseurs une certaine pérennité. La troisième règle, c'est de donner une marque au tourisme, ici en Angola, dire ce que l'on est, dire ce qui est ici et qui est exceptionnel, forger une identité, former la main-d'œuvre et convaincre la population que le tourisme va être une ressource, j'allais dire presque aussi grande que le pétrole, et enfin montrer qu'il y a une rentabilité qui n'est pas simplement pour les opérateurs touristiques, mais pour l'ensemble de la population. Et c'est ce qu'a compris le président Lorenzo, c'est ce qu'il veut faire pour son pays, et je suis ici pour vous donner toute ma confiance et tout mon appui dans ce qui est une volonté d'un grand pays comme l'Angola, mais ce qui doit être aussi une priorité pour toute l'Afrique. Merci.